Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force pour cette actualité crypto, donc numéro 96 il me semble, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, VeChain, XRP, voilà, c'est trois principales cryptos, donc on va étudier aujourd'hui, on va mettre à jour sur les nouvelles et des nouvelles, vous allez voir, il y en a des sympas et des moins sympas, c'est clair. Et puis sinon, on va parler des actualités crypto plus générales, mais également économiques, hein, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, on parlera de l'or, du dollar, de l'euro. Donc là aussi, il y a quand même des éléments assez incroyables, hein, qui sont en train de se passer, notamment sur l'or. Je vous montrerai. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est historique sur le plan économique. Il faut le dire, et je pense qu'on ne se rend pas compte hein, de ce qui se passe. Donc c'est inquiétant, mais c'est également des sources d'opportunités au final également, hein, puisque je rappelle par exemple que le caractère chinois de l'échec, c'est également le même que celui de l'opportunité au final. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des opportunités, hein. Voilà, c'était ma petite phrase pour commencer la vidéo. Allez, bon bah écoutez, si vous êtes chaud, je vous invite à vous caler tranquillou, où que vous soyez, un petit café, et puis c'est parti, on y va ensemble. Allez. Donc on va commencer par les données de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot, mais également, vous savez, les ETF Ethereum Spot, et vous allez voir que c'est assez historique, hein, là aussi ce qui se passe, puisque nous sommes actuellement à un total de 21 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, ce qui est une première en fait, parce que là c'est en une semaine, on a eu plus de 1 milliard en fait de dollars injectés sur les ETF donc, Bitcoin Spot, et cela en majorité fait par un seul gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire BlackRock. Donc BlackRock a vraiment été propulsé sous stéroïdes là au niveau des ETF Bitcoin Spot, puisqu'on voit que la semaine dernière, rappelez-vous, nous étions encore à 18 et quelques milliards de dollars injectés au total sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, on est passé à 21 milliards en une seule semaine. Donc vraiment, c'est le record absolu, hein, depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot depuis mars 2024. On n'a jamais eu une telle poussée en termes d'injection de capitaux. Idem pour, vous allez voir, étonnamment, hein, sur les ETF Ethereum Spot cette fois. Alors, on est quand même toujours dans le rouge au niveau du total des capitaux, c'est-à-dire qu'on a plus de capitaux sortants qu'entrants à cause, en fait, de Grayscale, hein, tout simplement, vous le voyez ici. Mais en termes de capitaux, cette fois, sur les gestionnaires d'actifs comme BlackRock, là, on est en positif, bien évidemment, hein, heureusement. Mais on nous étions, vous voyez, à plus de 500 et quelques millions de dollars de pertes, entre guillemets, hein, de fuite en rouge sur les ETF Ethereum Spot la semaine dernière. Et là, vous voyez, nous sommes à moins 467,3 millions de dollars. Donc là aussi, on voit qu'il y a eu une poussée positive cette semaine. Donc le marché des cryptos, ben, qu'est-ce que ça révèle, hein, si je peux faire un petit résumé sur là, c'est que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum, on voit bien que le marché des crypto-monnaies attire tout simplement les institutionnels. Donc pour ça que, je vous rappelle, hein, alors je ne suis pas un conseiller financier, ni en investissement, tout ce que je dis dans cette vidéo, très important, hein, c'est à titre informatif uniquement parce que je donne mon opinion au passage également. Voilà, donc après c'est à vous de voir ce que vous faites de ces informations. Mais en tout cas, voilà, ce que révèle tout simplement à mon sens, hein, suivant mon opinion, ces informations, c'est que effectivement, pendant que la masse, on va dire, hein, c'est triste à dire, mais toujours comme ça, les particuliers, les débutants, les gens qui sont soumis à leurs émotions. Après, il faut être soumis à ces émotions, mais pas sur le marché crypto. C'est clair, et même dans la vie en général, on se rend compte que plus vous arrivez à contrôler vos émotions, et plus vous arrivez à, au final, mettre en place vos objectifs et les atteindre. Donc là, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec les 7 mois, allez, on va arriver peut-être à 8 mois d'incertitude sur le marché des cryptos, et eh bien toutes les personnes qui sont soumises à l'émotion, et eh bien ont été soumises tout simplement aux caprices du marché. Contrairement aux institutionnels qui, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont continué à accumuler
tout simplement des crypto-monnaies. Voilà. Donc, et on va en parler bien évidemment, hein, parce que je vais m'appuyer sur les articles. Donc là, je vais vous passer pour commencer un petit article de journalducoin.com. Donc Bitcoin le 19 octobre, record sur les ETF Bitcoin Spot depuis le mois de mars. Que je vous disais avec plus de 1 milliard rien que dans les poches de BlackRock qui ont été injectés sur le marché du Bitcoin. Voilà. Allez, je continue avec un autre article, toujours sur le Bitcoin, le cointribune.com. Bitcoin, des mains secrètes, contrôle 132 milliards de dollars. Donc là, je vais en passer tout simplement en fait à un petit tweet, hop, que je vous montre ici, qui est vraiment très intéressant, donc à mon sens, hein, parce qu'il montre l'évolution justement des baleines au fur et à mesure du temps. Et regardez, tout simplement incroyable. Donc c'est sourcé par CryptoCount, c'est un tweet de Crypto.io, comme vous pouvez voir ici. Et donc, il fait référence en fait au nouveau portefeuille de baleines qui détiennent désormais 1,97 million de bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même le délire. Et là, on voit l'évolution au fur et à mesure du temps, en fait, du nombre de baleines qui ont acheté du bitcoin. Donc, une baleine, je vous rappelle, hein, la définition, c'est quoi? C'est une personne qui possède plus de 1000 bitcoins. Ah, donc, quand même assez énorme, hein. Je rappelle qu'un bitcoin aujourd'hui est pas loin des 70 000 dollars, pour un ordre de grandeur. Ensuite, l'âge moyen des pièces est inférieur à 155 jours à l'exclusion des portefeuilles d'exchange et de mineurs. Leur solde de Bitcoin a augmenté de 813% depuis le début de l'année. C'est 9,3% de l'offre totale évaluée à 132 milliards de dollars aujourd'hui. Voilà, donc c'est sa référence en fait à l'article donc de CoinTribune. Voilà un peu les chiffres, à quoi ça ressemble par rapport aux données de CryptoCount. Et regardez tout simplement le graphique, hein, c'est-à-dire qu'on a eu, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire, c'est que à partir donc, de 2024, donc début d'année 2024, on a eu une ligne droite, en fait, en nombre de baleines qui ont commencé à acheter tout simplement du Bitcoin. Voilà, c'est-à-dire que c'est du jamais vu, même en 2021, vous voyez, le dernier cycle, on a eu le pic ici, hein, vous voyez, du Bitcoin qui était à 73 000 quelques dollars. Nous n'avons pas eu autant de baleines qui sont réfugiées en masse sur le Bitcoin. Voilà, donc là, ce qui se passe, là aussi, c'est un moment historique, que je rappelle. Donc là, comme le dit très bien Crypto.io, en fait, c'est ça buy et ça hodl du Bitcoin chez les riches. Et donc, que je rappelle toujours une fois encore, c'est que les riches, pourquoi ils sont riches? Bah, tout simplement parce qu'ils sont entourés d'une armada d'avocats, de fiscalistes, de conseillers financiers, de banquiers, de tout ce que vous voulez. En général, c'est des entrepreneurs, hein, on le voit bien, ou des investisseurs chevronnés. C'est un peu, c'est enfin, très rare de devenir riche en restant salarié toute sa vie, hein. On peut le constater quand on paye les impôts ou qu'on vit en France notamment. Si vous êtes salarié, si vous n'êtes pas PDG, enfin, très compliqué de devenir riche juste avec un salaire. Voilà. Donc c'est pour ça que là, quand même, ce que ça veut dire que toutes les personnes qui sont initiées un petit peu, qui connaissent le marché crypto, mais pas forcément que le crypto, également la bourse. Et on va en parler de la bourse, c'est très intéressant parce que justement, il y a un comportement des riches en ce moment, notamment des investisseurs chevronnés comme Warren Buffett, qui sont en train de se comporter un peu en retrait. Bon, on va en parler bien évidemment après dans l'actualité économique. Bref, donc pour vous dire qu'en ce moment, les personnes là, ben, les riches, eux, ils achètent en masse du Bitcoin et ils le détiennent, ils le hodlent sévèrement. Voilà, pendant que les personnes sont soumises à l'émotion du marché, quittent le marché ou se font exploser par le marché. Donc assez intéressant quand même comme analyse, enfin, en tout cas de la part de cette personne, de Crypto.io. Ensuite, je vais continuer hein, toujours sur le Bitcoin. J'ai un autre article, donc STKD lance un ETF à effet de levier combinant le Bitcoin et l'or. Donc, qu'est-ce qui se passe avec STKD? Je rappelle que c'est un fonds également spéculatif hein, qui propose des ETF. Et donc ce fonds-là propose une exposition voilà, avec effet de levier au Bitcoin et à l'or, alors que les investisseurs se préparent à l'inflation et aux tensions géopolitiques. Ce n'est que le début, entre guillemets. Donc on voit bien que là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le signal est donné, le ton est donné, c'est-à-dire que là, on a un institutionnel qui considère au final, en fait, que le Bitcoin, c'est quelque part une valeur refuge qui est similaire à celle de l'or. Au point de créer un ETF qui fait combo entre le Bitcoin et l'or. C'est ça que ça veut dire. Et donc ça rejoint tout à fait les propos de BlackRock,
donc, et du PDG de BlackRock, donc Larry Fink, qui avait dit il y a quelques mois que le Bitcoin, c'est tout simplement un actif qui est devenu de classe internationale et qui est similaire à l'or également. Donc là, on voit également, ça y est, les institutionnels ont compris que maintenant, on est très loin de le Bitcoin, c'est pour les criminels, c'est l'inverse. Le Bitcoin, c'est une valeur refuge. Voilà pour le Bitcoin aujourd'hui, les amis. Donc, je vous envoie quand même, enfin, je vous rappelle, hein, quand même, c'est pas sorti, c'est mathématique. On va voir bien évidemment ce qui se passe à l'avenir, mais moi je reste très bullish quand on voit les données et quand on voit les comportements justement des baleines. Plus, j'avais mis la semaine dernière, vous savez, le choc entre l'offre et la demande de Bitcoin sur les plateformes exchange, parce qu'on n'a jamais atteint en 5 ans si peu de Bitcoin présents et en stock sur les plateformes exchange. Donc on va avoir en plus un véritable choc à ce niveau-là entre l'offre et la demande. Donc, tout est bullish, toutes les données sont bullish. Bon, il n'y a aucune raison que ce soit pas bullish, quoi. Bullish plus bullish égale bullish. Pas compliqué. Allez, je vais continuer cette fois sur VeChain, donc prochain projet. Donc là, j'ai un tweet officiel de la fondation VeChain, comme vous pouvez le voir, où il parle tout simplement c'est un concours, je sais pas trop, c'est vraiment un concours où il faut voter apparemment, hein, voilà, je vous montre. Et donc, vous avez plusieurs applications, mais vous n'avez pas que des applications de VBetter DAO, la plateforme, vous savez, de la traçabilité pour VeChain. Donc là, vous avez plein d'autres applications qui viennent un peu de partout, hein, de l'écosystème, bien évidemment crypto blockchain, hein, puisque vous voyez que là, on est sur le compte Twitter de Blockchain for Good Alliance, comme vous pouvez le voir ici, spécialisé dans tout ce qui est les projets justement en relation avec la traçabilité. Et là, donc, dans le cadre du sommet de l'innovation de la traçabilité, d'ailleurs le 17e sommet visiblement. Donc ça, je ne connaissais pas, hein. Donc voilà, peut-être que vous connaissez. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voter pour le meilleur projet là-dedans. Et regardez, en top 2, nous avons GreenCart. Donc, GreenCart qui est une des applications que l'on peut utiliser sur la plateforme VBetter DAO. Donc là, on voit bien que ce que je vous disais la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est que chaque application maintenant au sein de la plateforme VBetter DAO a son propre écosystème en fait. Et que ce petit écosystème, entre guillemets, est en train de se développer par lui-même. Les développeurs mettent des mises à jour sur chacune de ces applications-là. Et là, on a vraiment quelque chose d'explosif parce que si ça continue comme ça veut dire que la plateforme VBetter DAO va tisser sa toile d'araignée, va faire sa boule de neige et on va avoir de plus en plus d'utilité, de traçabilité d'utilisateurs. Et donc, c'est comme ça que l'écosystème du VeChain, franchement, ça continue comme ça, peut littéralement exploser très rapidement et de façon exponentielle pour ces raisons. Et on voit que la Green Card, en plus, c'est pas des petites applications, puisque là, on a une application qui est considérée comme top 2 hein, dans ce concours. Voilà, donc c'est très intéressant quand même au niveau, je trouvais au niveau de la solidité, puisque en plus là, j'ai un tweet de CryptoBusy qui fait l'analyse statistique, hein, vous savez, de l'utilisation des chiffres sur l'écosystème du VeChain. Et là, regardez, il explique qu'en 4 ans, eh bien, on n'a jamais eu une aussi belle hausse de l'activité principale sur l'écosystème de VeChain. Et effectivement, quand on voit les courbes hein, entre 2020 et 2024, c'est-à-dire que le mainnet, donc au niveau de l'activité, c'est-à-dire l'activité de l'écosystème principal du VeChain, est en totale augmentation, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que les fondamentaux de VeChain sont là. Et là, vous voyez, en contraste avec, par exemple, le projet VV Digital Collectible. Alors, je n'en parlerai pas aujourd'hui de VV Digital Collectible, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais on voit qu'il y a un contraste, que là, c'est l'inverse, puisque VeChain obtient de plus en plus d'utilisateurs. D'ailleurs, je vous montrerai les chiffres derrière. On a mis à jour sur le nombre de comptes et d'actifs sur VeChain. Et par exemple, VV Digital Collectible, c'est l'inverse. Eux, ils sont en baisse. Donc, on voit vraiment, hein, les fondamentaux quand même sont très importants, très intéressants à voir pour analyser en fait la solidité d'un projet. Là, j'ai un autre tweet de Colin Brown, donc avec une nouvelle quand même non moins intéressante, parce qu'on a Grayscale qui est en train actuellement hein, de considérer, vous voyez, tout ce qui est les prochaines en fait crypto-monnaies qu'ils veulent mettre, qu'ils veulent proposer en termes d'investissement de produits à leurs clients. Donc énorme, hein, puisque dans cette liste de produits, de crypto-monnaies en fait, il y a également le VeChain avec d'autres crypto-monnaies, une longue liste, hein,
Mais voilà, VeChain fait partie de cette liste. Donc plutôt intéressant. Et bien évidemment, il y avait des produits, ça qui était, que je trouvais assez sympa à voir, également des tokens en lien avec le RWA, donc le Real World Asset. Allez, je continue. Donc on voit que toujours un VeChain est vraiment sur une bonne lancée. Maintenant, on va analyser un peu les statistiques au niveau des nouveaux comptes. Et regardez, on voit que depuis, on avait eu un gros pic, hein, une grosse montée là, entre juillet et août 2024 avec plus de 500 000 portefeuilles, enfin, de nouveaux actifs entrant sur l'écosystème du VeChain. Et là, depuis août, on voit que ça s'est vraiment stabilisé, mais ça reste quand même une performance non négligeable, hein, puisqu'on est passé d'août 2024 à 4 200 000 utilisateurs, un nouveau compte en tout cas, à 4 300 000. Donc on a gagné 100 000 nouveaux portefeuilles en l'espace de 2 mois. Voilà, mais on voit qu'il y a eu un gros frein là d'un coup. Ils ont dit, allez, on va se calmer un peu, hein. Voilà. Mais ça reste quand même pas rien, puisque je rappelle qu'au dernier cycle, donc quand on prend par exemple au moment où on a eu le bull run du Bitcoin et le pic à 73 000 dollars, enfin ou 70 000 dollars, pardon, du Bitcoin en 2021, même un peu moins, nous étions à 1 million environ de comptes ouverts sur l'écosystème du VeChain. Aujourd'hui, nous avons tout simplement fait 1 x 4. Voilà, 3 ans après. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe et on voit que ça va de plus en plus vite. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en plus, avec la plateforme VBTRDAO, ça peut vraiment accélérer les choses puisque pour utiliser la plateforme VBTRDAO, je rappelle qu'il faut ouvrir un compte VWorld, donc un portefeuille, son portefeuille wallet, entre guillemets. Et donc, tout ça, ça participe tout simplement à faire évoluer l'écosystème de VeChain. Voilà. Ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui, mais vraiment, tout est dans le vert, hein, pour l'instant pour ce projet. C'est vraiment très intéressant à voir. Allez, alors là, je passe à un autre projet, donc c'est-à-dire le XRP, hein, que vous connaissez tous. Et là, les nouvelles sont quand même, on va dire, moins réjouissantes, hein, vous allez le voir. C'est, à mon sens, c'est quand même toujours dans le vert. Mais bon, il y a du chemin à faire et surtout, on voit qu'il y a des résistances toujours politiques, c'est assez incroyable. Donc déjà, pour vous dire quand même que c'est dans le vert, à mon sens, selon moi, c'est qu'on a des événements et des propos de personnes comme ça, là, assez intéressantes. Notamment, vous voyez, on the Ripple Swell Main Stage, c'est-à-dire que là, il y a un événement qui s'appelle le Ripple Swell, donc qui a été organisé donc, par Ripple, en partie en tout cas. Et donc, sur cet événement, vous avez donc un tweet de Ripple indirectement à l'entreprise, pour dire comme c'est officiel, qui explique que nous pensons que chaque asset sera en fait tokenisé, c'est-à-dire sera inscrit sur la blockchain. Donc là, on voit vraiment que ces personnes-là anticipent. Et donc, vous avez tout simplement Arcax X, donc le Graham Rodford et James Wallis de Ripple. Donc, je rappelle que Arcax est une plateforme, alors si je ne me trompe pas, c'est une plateforme notamment décentralisée ou une plateforme exchange. Voilà. Je dis peut-être des bêtises là-dessus, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est une entreprise et donc Graham Rodford de cette entreprise-là, et voilà, donc c'est le UK First Regulated RWA Exchange. En fait, c'est une plateforme exchange. Voilà. C'est une plateforme exchange régulée au Royaume-Uni, spécialisé visiblement dans les Real World Assets. Ça, c'est marrant quand même, Real World Assets. Donc ça veut dire que là, eh bien, on a vraiment un aspect où le XRP, Ripple est vraiment axé sur la tokenisation des actifs, qui est, je rappelle, le narratif futur, puisque c'est ce qui va permettre justement de mettre tout et tout n'importe quoi sur la blockchain. C'est exactement ça, en fait, la tokenisation des actifs. Donc, que ce soit l'immobilier, que ce soit une maison, que ce soit même nos courses, pourquoi pas prochainement, plutôt que d'avoir le drive à Leclerc, eh bien, on pourra acheter des NFT de, enfin, j'ai n'importe quoi, mais l'idée un peu, c'est un peu ça. Bon, allez. Donc tout ça, c'est assez sympa pour le XRP, pour Ripple, surtout parce que ça, c'est couplé avec, on va en parler, hein, du RLUSD, c'est-à-dire le stablecoin de Ripple qui est imminent là, pour en sortie. Par contre, entre-temps, bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de cet événement. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. La SEC contre Ripple, le régulateur s'acharne et fait officiellement appel, hein. Donc il y avait une deadline en fait. Il y avait une deadline jusqu'à vendredi.
donc pour que la SEC puisse faire appel dans le dossier, et elle a attendu véritablement le dernier jour. Donc si ça c'est pas, je vais pas être grossier, mais ça c'est pas un coup de chagasse, ou je sais pas comment dire, mais voilà, elle a attendu vraiment le dernier jour, la dernière heure, au niveau officiel, pour lancer l'appel contre Ripple. Donc ça a été, c'est vraiment à la SEC, ils sont vraiment mal intentionnés. C'est pire que de l'acharnement, enfin, c'est pire que de l'acharnement, c'est vraiment de la malveillance pour l'entreprise Ripple, quoi. Voilà, donc, et donc le terme, je trouve que le titre est très bien, c'est le régulateur s'acharne et fait officiellement rappel, on peut ne pas... enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de l'acharnement. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord sur cet aspect-là, hein, que ce soit bien sûr les employés de Ripple, mais également les investisseurs et toutes les autres entreprises crypto, de l'industrie crypto situées aux États-Unis. Là, j'ai un autre article de Zone Bourse, donc Gary Gensler sur le sentier de la guerre des crypto-monnaies, la présidente de Ripple, hein, qui le dit, donc là c'était du 16 octobre 2024. Donc effectivement, et c'est vraiment Gary Gensler, donc le président de la SEC, qui a l'air de vraiment faire ça comme une croisade, une mission personnelle. Donc, il a investi de je ne sais quoi, mais en tout cas il a investi le mec. Et voilà, il s'acharne donc contre la SEC, surtout que ses propres employés commencent à le dénigrer, parce que je vous l'ai montré la semaine dernière, il y avait donc un des commissaires de la SEC qui dénigrait justement les décisions de Gary Gensler sur cet aspect-là. C'est assez marrant quand même, parce que même son entreprise, même ses employés sont plutôt à l'opposé des décisions de Gary Gensler. Donc, ça c'est vraiment l'aspect actuel, ça ne change rien dans le fond, c'est juste que ça retarde bien évidemment le résultat sur la clarification précise de Ripple, quoi. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais il faut savoir que ce qui est la bonne nouvelle aussi, dans le fait que la SEC fait appel, elle ne fait pas appel sur le fait que le XRP, notamment, serait une security ou non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle parce que ça valide le fait que ça y est, on est tranquille dans ce sens-là. Le XRP n'est pas considéré comme une security aux États-Unis. Puisque, en fait, dans ces demandes, dans ces détails, lorsque la SEC a fait appel contre Ripple, elle a détaillé qu'il y aurait enfin 3 points. Il y a un point sur notamment le fait que la Ripple n'aurait pas déclaré effectivement certains points à la SEC, donc en fait en rétroactif un petit peu si vous voulez. Et surtout, elle s'attaque personnellement même aux dirigeants de Ripple, comme quoi eux, ils auraient profité en fait de vente de XRP ou quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est vraiment quelque chose, quand elle dit qu'elle fait appel à la SEC, c'est pas sur le statut clairement légal du XRP qui lui est déjà statué en fait. Donc en fait le procès fondamental, je dirais, enfin, qui a lieu depuis 4 ans là bientôt, lui il est terminé. C'est-à-dire qu'à la base le procès c'était pour dire que le XRP en fait n'était pas une security, enfin était une security aux États-Unis plutôt, voilà, pour la SEC en tout cas. Et ça a été débouté et la SEC ne fait pas appel sur ce plan-là. Donc au niveau légal, c'est plutôt une bonne chose, mais bon, c'est vrai que ça fait durer encore un petit peu quoi. Il va falloir être patient et attendre sûrement 2025, on imagine. Allez, prochaine information, prochain article de cointribune.com, le plan de Ripple pour dominer la crypto, des millions de RLUSD en jeu. Donc on a 4,5 millions en fait de dollars qui ont été mintés entre guillemets en RLUSD par Ripple. Et donc ça y est, hein, Ripple rentre largement dans la guerre, hein, que se font tout simplement les stablecoins entre eux. Donc il y a Tether, il y a le USDC. Et donc maintenant, il va y avoir le RL USD et je pense que ça va être vraiment un gros poids lourd très rapidement puisqu'il y a effectivement de gros avantages aujourd'hui pour les institutionnels à utiliser le RL USD. En fait, je m'explique, hein. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous savez que le Tether USD et le USD Coin, comment ils sont quelque part renforcés? Ils sont renforcés à coup de monnaie fiat. C'est-à-dire que vous avez quelque part donc chaque stablecoin, notamment Tether et du USD sont en fait backés derrière par 1 dollar en fait. Voilà, ça c'est le principe même des stablecoins. Ce que veut faire Ripple avec le RLUSD, c'est aller plus loin, c'est mettre une synergie véritable entre le XRP d'un côté
et le RLUSD de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous combinez en fait les deux, quelque part vous allez avoir un stablecoin qui a les mêmes caractéristiques techniques quelque part que le XRP. Voilà, je dis pas de bêtises bien évidemment. Et donc ça voudrait dire qu'on a des performances en fait imbattables hein, sur justement les paiements transfrontaliers avec ce stablecoin RLUSD. En tout cas, c'est ce qui est planifié. Après, on va voir sur la technique. Là, c'est en cours hein, de test et tout. C'est pas encore lancé, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ce que, quelque part, vend Ripple aux institutionnels ou aux gens comme nous par rapport à la technologie du XRP. Donc, ça veut dire que le RLUSD, ça va bien plus loin que juste un stablecoin de la part de Ripple. C'est également quelque chose qui est en totale adéquation avec le plan de Ripple pour promouvoir également le XRP. Parce que s'il y a une synergie entre le RLUSD et le XRP, vous avez bien compris que le succès même de RLUSD va être le succès également du XRP. Voilà. Donc ça peut vraiment être en fait un peu qui tout double. C'est-à-dire si le RLUSD ne marche pas, ça va impacter aussi le XRP quelque part. S'il marche, par contre, ça va faire game changer également pour le XRP. Et je parie plutôt sur le fait que ça va marcher, parce qu'avec les partenariats, on sait qu'il y a déjà Ripple avec les banques centrales et les banques tout court, les institutionnels à travers le monde, je serais très étonné que le RLUSD ne soit pas utilisé pour justement les paiements transfrontaliers. Donc là, on est vraiment dans la démarche de tokenisation d'actifs, comme le précise très bien Ripple, et en plus, donc, recherche également tous les institutionnels, on le voit bien avec comme BlackRock, etc. Donc on va en parler en plus de tout ça. La tokenisation des actifs, ça avance également très fort. Donc je trouve qu'on n'a jamais été aussi près du succès, en tout cas pour l'entreprise Ripple à ce niveau-là. Allez, je passe aux actualités crypto en plus général, les amis. Donc avec un article de cryptost.fr, Stripe est bien parti pour acquérir Bridge, une fintech spécialisée dans les paiements transfrontaliers en stablecoin. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, hein. Bon ben voilà. En un peu plus de 2 ans, le français Bridge s'est placé comme l'un des acteurs majeurs des transactions transfrontalières en stablecoin. Une forte croissance qui n'est pas passée inaperçue puisque Stripe s'est rapproché de la startup dans le but de l'acquérir. Là, il y a deux choses à dire. La première chose à dire, c'est qu'effectivement, on le voit, c'est que la démarche des institutionnels pour s'intéresser des stablecoins est prouvée. Et même Stripe, qui est un des géants, un leader tout ce qui est les paiements professionnels et même non professionnels, on va dire, pour, les paiements transfrontaliers, s'intéresse de très près au stablecoin. Et la deuxième chose à dire, c'est que nous, les Français, on est vraiment encore des pigeons puisqu'on vend nos startups, voilà, vous l'avez vu, en fait, à qui veut en acheter à l'étranger, quoi, notamment aux Américains. Donc on voit bien que la France, on est mal parti puisque toutes nos bases, toutes nos entreprises, on va dire que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les industries, que ce soit... Là, on a encore un cas avec le Doliprane, donc même la médecine est concernée. On va en parler, j'ai un article derrière pour vous expliquer. Mais enfin voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, encore une fois, on avait une pépite, Bridge, et elle va passer peut-être, là c'est bien parti, hein, côté pavillon étranger, quoi. Voilà, donc on a rien compris. Donc on a un gouvernement encore qui ne sert absolument à rien chez nous, quoi. Allez, je continue toujours dans les actualités, cette fois CoinDesk, donc Ondo. Alors je rappelle que Ondo, c'est vrai que j'ai pas fait de présentation de cette crypto-monnaie-là, mais très intéressante parce que c'est une crypto-monnaie qui est tout simplement liée en fait au marché du RWA, donc le Real World Asset Tokenisation des actifs autrement dit, et donc grimpe de 8% alors que les principales bourses de produits dérivés envisagent le Bridle de BlackRock comme option de garantie. Effectivement, BlackRock a lancé quelque part un fonds dédié à la tokenisation des actifs et dans ce fonds-là, eh bien, il y a évidemment le Ondo. Voilà, donc le jeton de gouvernance d'Ondo Finance a souvent évolué suite à des nouvelles liées à la poussée de tokenisation de BlackRock en tant que proxy. Même si l'impact direct n'est en gros pas clair sur le protocole. Voilà, donc on voit très bien que là on est vraiment un tournant, je dirais 2024, ça a vraiment été un tournant pour les crypto-monnaies vis-à-vis des institutionnels. Et tout est prouvé, hein, on n'arrête pas de sortir, plus on a de nouvelles au fur et à mesure des jours sur l'actualité crypto, plus c'est en lien avec les institutionnels qui se rapprochent des crypto-monnaies et surtout de la tokenisation des actifs. Pas se tromper, hein, c'est surtout ça qui les intéresse. Bon,
Donc, ça fait référence encore une fois à la tokenisation des actifs, mais cette fois transfrontalière, qu'on fait le parallèle avec le XRP et bien sûr le RLUSD. Et enfin, là je vais parler maintenant d'un autre article de cointribune.com où là par contre ça commence à sentir mauvais. Warren Buffett se retire de la bourse, un signal d'alarme pour le marché. Effectivement, donc là on croit qu'il est à 182 milliards pour, dans ces eaux-là, hein. Warren Buffett de capitaux, c'est-à-dire de liquidité, de cash, hein, on parle vraiment de cash, qui est à disposition actuellement. C'est-à-dire que là, Warren Buffett, durant toute l'année 2024, n'a fait que vendre des actions. En tout cas, en grande partie, notamment de la Bank of America, vous pouvez donner un ordre de grandeur, et la Bank of America est dans un sale état. Donc voilà un peu où on en est au niveau du marché boursier américain, alors que ce même marché boursier américain continue, hein, au fur et à mesure de l'année 2024, à, à cumuler des sommets quoi, historiques en termes de capitalisation boursière totale du marché américain. Donc c'est assez étonnant de voir que Warren Buffett, qui est quand même un investisseur chevronné, aguerri, et même peut-être le meilleur investisseur au monde quand on voit ses performances, qui, pendant que le marché boursier fait des records sur records, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retire, il vend ses actions. Une bonne partie, hein, bien évidemment, il n'a pas tout vendu, heureusement. Il n'a pas fait tapis, quoi, parce que là, c'est la fin de haricot. Mais en tout cas, il a quand même vendu une bonne partie. Donc ça, généralement, quand les investisseurs, justement, les riches, vendent des actions, vendent des capitaux et pour être transférés en cash, c'est-à-dire en liquidité, en monnaie fiat, c'est que derrière, ils prévoient un crash pour pouvoir racheter justement. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, chaque échec, chaque, on va dire, crise est une opportunité. Et donc, les riches, ils ont bien compris, c'est que ce qu'ils font, c'est que dès qu'il y a une crise, un crash, pour eux, c'est pas la fin du monde, c'est pas vraiment une crise, puisque c'est juste une opportunité pour eux pour acheter des actifs en fait à des cours très bas, qui vont ensuite, ils le savent, quand ça va repartir, puisque ça repart toujours, hein, après après les nuages, après la pluie, tout le beau temps revient toujours. Bon. Voilà, quelle que soit la durée de la crise. Donc, c'est ce qu'ils font, c'est depuis la nuit des temps, ça marche comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça change, et donc c'est pour ça que, effectivement, hein, on se demande de plus en plus si avec le chaos géopolitique, économique, même en France, on sent que, ce que je vous dis quand même depuis un petit moment, hein, si vous suivez mes vidéos, c'est qu'on n'est pas loin de la Grande Dépression de 1929, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi, je vous le dis, mais c'est vrai que ça fait un petit moment quand même que j'avertis là-dessus, c'est que je pense qu'on n'est pas loin d'un crash boursier quand même monumental, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a une décorrélation de plus en plus forte, on arrive à un point peut-être critique entre la valeur en fait du marché boursier qui est totalement, enfin, non proportionnelle en fait à la valeur de la réalité économique, industrielle des pays, des États. Voilà. Et donc là, ça atteint des sommets, franchement, jamais vu hein, de l'histoire. Et donc il y a un moment où ça va se corriger, et quand ça va se corriger, ça va dire que la bulle boursière va exploser. Et c'est pas seulement Clégy, c'est également un milliardaire, alors je sais plus comment il s'appelle, intéressant dans cet article de Tribune qui le disait, justement, qui pense lui aussi qu'il va y avoir en fait un retournement de bâton et que nous sommes en plein dans une bulle boursière jamais vue. Et à côté, la crise de 2008 et même la Grande Dépression de 1929, ça ne sera rien avec qui va nous tomber dessus au niveau du marché boursier. Voilà, pour un ordre de grandeur. Allez, je passe aux actualités économiques cette fois. Et donc, comme promis, on parle du Doliprane. Donc là, j'ai un article de Le Monde, vente du Doliprane. Sanofi confirme finaliser les discussions avec le fonds américain malgré la nouvelle offre du français PAI Partners. Donc ça date du enfin, 11 octobre. Hein, on a Sanofi qui avait donc annoncé négocier avec le fonds d'investissement américain CDR afin de lui céder 50% d'Opelia, c'est-à-dire une filiale qui commercialise notamment le Doliprane, on le sait. Et ben, on voit bien encore une fois qu'on a vraiment un problème en France, c'est que tous nos fleurons se font en fait découper, exploser quelque part et vendus à l'étranger. Enfin, donc on parlait de la start-up Bridge, bien sûr inconnu au bataillon, hein, pas dans le même cours, mais Bridge aujourd'hui, ce sera peut-être un leader demain quand on voit justement la propulsion des stablecoins. Et donc ça, c'est déjà en train d'être acheté
par Stripe. Et ces entreprises-là, les Américains, eux, ils ne se trompent pas, ils sentent forcément l'avenir et les bonnes affaires arriver, quoi. Contrairement à nous, Français, qui nous laissons se faire dépouiller, et ça, c'est vraiment en partie lié au gouvernement. Alors, pour Bridge, bon, voilà, mais c'est juste que c'est le système, au final, capitaliste, clairement, qui n'est plus au rendez-vous, en fait, en Europe et en France. On a vraiment un système économique qui a modernisé en France, quoi. On voit qu'on n'est pas du tout à la hauteur, même au niveau du CAC 40, hein, je vais vous montrer, c'est flagrant. De toute façon, je vous le montre depuis quand même quelques semaines, c'est que le CAC 40, on se fait exploser par les bourses américaines et par même les bourses étrangères. Donc ça veut dire que nos entreprises ne sont plus du tout au rendez-vous. Bref. Donc là, un article de Reuters, Case for Quick, donc la Banque Centrale Européenne est partie pour couper, donc faire une nouvelle baisse des taux directeurs, puisqu'on a une baisse de l'inflation qui a été effectivement visible. Voilà, donc là on peut s'attendre à une nouvelle baisse des taux directeurs de la part de la Banque Centrale Européenne, ce qui va être bon signe pour la relancée des marchés financiers, notamment en Europe. Et enfin, dernière information de Les Échos, les députés rejettent en commission des finances la première partie du budget 2025 et heureusement. Donc c'est vrai que je ne sais pas si on avait parlé, mais on a eu cette semaine donc des débats de la part des députés sur des nouvelles taxes, de nouveaux impôts, parce que bon, on voit bien que là le navire est en train de couler. Et enfin, les gens commencent à comprendre, et surtout les députés, parce qu'on dirait que vous n'avez jamais compris cette partie-là. Et donc, ça a été vraiment la surenchère là, toute la semaine entre partis et entre députés pour trouver les meilleures combines de taxes pour sucer toujours plus le stand des Français, quoi. Voilà. Donc, il y avait eu la totale, il y avait eu la flat tax qui était passée à 33%, donc ça a été une augmentation de 10% en fait de la flat tax, on passerait de 30 à 33%, donc eux, ils pensaient que c'est une augmentation de 3%, mais ils ne savent même pas faire le calcul, parce qu'une augmentation de 30% à 33%, ça fait 10% d'augmentation, c'est même pas 3. Déjà, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire à calculer correctement les choses, donc là c'est compliqué, hein. Mais en plus, à cela, ils voulaient également en fait, il est planifié de taxer également même les Français situés expatriés à l'étranger. Et donc même dans un délai de 10 ans, par exemple. Ça voudrait dire que les personnes expatriées donc à l'étranger, non seulement contentes de payer leurs impôts à l'étranger, auraient dû également payer leurs impôts français en double. Tout ça pour justement éviter en fait que les riches, quelque part, s'expatrient pour éviter justement la nouvelle vague d'imposition qui va arriver là. Mais bon, donc tout ça c'est du flan, parce qu'au final ça a été rejeté, heureusement, parce que là ça aurait été la fin vraiment des haricots, hein, clairement. Mais pour vous dire un peu dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes, quoi. C'est-à-dire que la France, on s'étonne après que tous nos startups se fassent bouffer par les Américains, simplement parce qu'on est tellement grévé de taxes dans tous les sens qu'aujourd'hui une entreprise française ne peut pas être en fait concurrentielle par rapport aux entreprises étrangères. On voit bien, on a l'entreprise française donne entre 40 à 60% de leurs revenus à l'État. Voilà. Comment voulez-vous qu'une entreprise française dans ces conditions-là rivalise avec des entreprises qui ne donnent que 10% par exemple de leurs revenus, enfin qui sont imposés, même pas imposés, certaines ne sont même pas imposées à l'étranger par leurs États, par leur gouvernement. Impossible. Voilà. Donc déjà, l'échec industriel et économique en Europe, c'est la surnormalisation des taxes, et les surtaxes, les surnormes. Voilà. Donc ça veut dire que ça a coulé vraiment. Et donc c'est vrai qu'on peut se targuer, nous, en Europe, d'être le seul continent à avoir mis des normes sur l'intelligence artificielle, alors que nous n'avons aucune entreprise dans l'intelligence artificielle. Elles sont toutes faites bouffer par les Américains et les Chinois. Mais bon, au moins on a les normes, hein, c'est clair. On n'a pas d'entreprise, enfin, délire absolu. Voilà, donc je continue, hein, je continue. Donc on va passer aux nouvelles intéressantes, notamment on va parler un peu de l'euro du dollar, c'est que la semaine dernière je n'en avais pas parlé. On voit que là le dollar recommence à partir à la hausse. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, hein, bien évidemment pour nous, puisque vous voyez, alors là sur une journée on voit que ça a bien augmenté l'euro par rapport au dollar, c'est une bonne chose. Mais si on prend le récapitulatif, voilà, on prend un peu de recul sur un mois.
On voit qu'on s'est fait un peu exploser en fait hein, l'euro par rapport au dollar. C'est pas du tout étonnant, hein. Bien évidemment, quand on voit la situation géopolitique et économique de l'Europe par rapport au reste du monde. Mais bon, voilà, donc on a eu un retour de bâton. Par contre, on n'a quand même pas, enfin, on a quand même gardé la remontada qu'on avait fait donc il y a quelques mois, hein, c'est-à-dire il y a 6 mois. Parce que là, vous voyez quand sur 6 mois, nous sommes quand même à plus 2,28% de performance par rapport au dollar, en tout cas l'euro. Mais on voit que là, sur 3 mois, en 3 mois, on a commencé voilà, à reperdre du terrain. Et il y a un mois, alors, sur un mois, on est à moins 2,38% par rapport au dollar. Et par rapport au 1er janvier, on est à moins 1,55. Ça veut dire que sur l'année 2024, en fait, on est en perte de vitesse, hein, l'euro par rapport au dollar. Voilà. Donc, il faut faire, voilà, si on prend les chiffres, on doit faire attention. Et on reste sur 10 ans à moins 15,26%, hein, quand même pas rien, sur une monnaie fiat, hein, c'est pas le Bitcoin, là. Donc sur une monnaie fiat, et après c'est quand même, on va relativiser, c'est-à-dire que on a quand même récupéré une partie parce que nous étions à moins 21% en début d'année 2024. Donc quand on voit les chiffres, effectivement on dit on a un peu limité la casse, hein, parce que là je vous montre sur 10 ans, vous voyez on est remonté juste là, hein, mais ça reste, quand on dézoome, on reste en phase descendante. Vous le voyez bien, hein, si on fait une moyenne sur 10 ans, on voit que la courbe de la valeur de l'euro par rapport au dollar, elle est décroissante. Et donc ça, malheureusement, ça va continuer, hein, je ne dis pas ça pour... enfin, j'aimerais bien vous dire l'inverse, quoi. J'aimerais bien vous dire, bah, l'euro, ça va monter, et comme ça, on aura moins d'inflation sur les importations, sur le commerce, etc. Sauf que malheureusement, c'est impossible vu la situation économique et géopolitique et politique de l'Europe et surtout de la France. C'est-à-dire que là encore, on parle de l'euro, mais on ne parle même pas de la France avec tout ce qui se passe en ce moment, hein. On n'apprend rien, quoi. On va le télé déjà. Ça commence à parler sévèrement de la dette. Bon, voilà. Donc c'est pas gagné, hein, et on voit que là, le dollar en fait récupère du terrain par rapport à l'euro et récupère du terrain qu'il avait perdu récemment par rapport à l'euro. Au niveau du CAC 40, voilà. Donc où on en est, donc sur le max. Allez, je vais mettre le maximum directement. Voilà, donc là je vous avais déjà montré la semaine dernière. Donc le S&P 500 sur en fait 5 à 10 ans. Ouais, sur même un peu plus, hein, peut-être 15 ans, est à plus 683%. Voilà. Nous, au CAC 40, on est à plus 281% et on a eu une véritable décorrélation. C'est-à-dire que nous étions même plus performant, vous voyez, en 2010, en termes de marché, en termes d'augmentation du marché boursier, que le S&P 500. Et à partir, en fait, même de 2011, voire même de 2012, 2011-2012, on a eu vraiment une décorrélation, c'est-à-dire que le marché américain s'est mis à décoller par rapport au marché français, européen, en fait, aussi, si on prend le marché européen. Donc on voit qu'à partir de 2011, en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que les entreprises américaines ont commencé vraiment à exploser, à se transformer en GAFAM. Donc on a eu Facebook, on a eu Apple, on a eu ben, forcément maintenant on a ChatGPT, enfin OpenAI, on a Amazon, on a Tesla. Donc je rappelle que Tesla c'est une entreprise qui a vraiment bondi avec Elon Musk à partir voilà, de le milieu des années 2015-2018. Et après, le marché boursier s'est enflammé grâce justement à l'intelligence artificielle, parce que c'est que ça au final. C'est que ça. Et nous on n'a rien de tout ça. Nous, on n'a que le luxe en fait. On continue à tenir, et encore, et encore. Voilà la raison pour laquelle en fait on s'est fait exploser au poteau, parce que nous, en fait, on met le paquet sur les normes, pendant que les Américains ils mettent le paquet sur la production. Forcément, il y a un moment où eh ben, il y en a un qui remporte le jackpot et pas l'autre, hein. Mais évidemment, c'est pas nous. Voilà. Et pour finaliser un peu tout ça, hein, conclusion, toujours pareil, je vais conclure sur le cours de l'or qui, que baromètre de l'économie mondiale, est bien en train de nous dire que tout est en train de s'effondrer. Simplement parce que là, on voit quand même que depuis donc le 10 janvier 2024, l'or a fait plus de 30% de perte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que l'or qui est censé rester quand même très stable, monter continuellement, mais de façon assez lente,
nous a fait un record, c'est-à-dire il nous a fait une performance de type Bitcoin en fait, en l'espace de moins d'un an, et avec une performance de fou quoi. C'est-à-dire plus 30%, voire 40% si on continue là, sur l'espace de moins d'un an. Effectivement, il est désormais à quasiment, vous voyez, il a dépassé, il a 80 507 euros le kilogramme 24 carats, c'est-à-dire du jamais vu. Donc, on est vraiment dans une situation où je rappelle que l'or, hein, comme c'est le baromètre, il est en train de nous dire, voilà, tout s'effondre, hein, les monnaies fiat sont en train de s'effondrer, l'euro est en train de s'effondrer. C'est pour ça que lui, l'or, il continue de monter. Donc, nous sommes en train de passer quelque part d'une ère où nous étions à fond sur les monnaies fiat, c'est-à-dire euro, dollar, et même pour les banques centrales, à une ère où on revient à l'âge d'or, en fait, et peut-être même à l'âge du Bitcoin, simplement. Parce qu'on voit que le Bitcoin est de plus en plus considéré comme une valeur refuge au même titre que l'or. Donc, pour finaliser hein, cette vidéo, eh bien, vous avez compris, hein, le meilleur peut-être placement, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, hein, ça c'est mon opinion, ce que je vous dis là, c'est donc l'or, peut-être l'argent physique, dans un premier temps, pour protéger une partie de votre épargne et de vous protéger contre l'inflation. Ensuite, le problème de l'or, c'est que c'est pas pratique hein, pour troquer, on est d'accord, surtout quand c'est physique. Donc, gardez également du Bitcoin, pourquoi pas, par analogie à l'or numérique, en fait, quelque part, eh bien, c'est plus pratique à dépenser avec une carte numérique, carte bancaire crypto, notamment, on en a plein hein, sur le marché des gratuites et avec zéro frais en plus de tenue de compte. Voilà. Et ensuite, derrière, ben, même l'immobilier, quand je vois la situation du marché immobilier actuellement, et si tout s'effondre, bon, enfin, si l'euro s'effondre, bon, voilà, c'est peut-être pas l'immobilier qu'il faudra viser pour vous protéger, mais bon, un potager ou un truc comme ça, pourquoi pas, mais voilà, donc c'est surtout, je pense, les crypto-monnaies, et dans les crypto-monnaies, le Bitcoin et l'or et l'argent physique, hein, tout simplement, qui en ce moment se révèlent en tant effectivement que actif à valeur refuge. Voilà, après n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des idées aussi pour protéger également son patrimoine, ses actifs, etc. Il y a également le franc suisse, effectivement. Alors, ça reste une monnaie fiat, mais le franc suisse est peut-être la monnaie fiat la plus solide au monde. Donc pourquoi pas mettre un petit peu de franc suisse dans son portefeuille d'actifs. Mais là aussi, hein, je rappelle que le franc suisse s'est pris un record dans la figure récemment en termes de valeur en or. C'est-à-dire que quand l'or augmente par rapport à une monnaie fiat, ça veut dire que cette monnaie fiat, en fait, quelque part, baisse en valeur par rapport à l'or. Bon, donc, là aussi, ça veut dire que le franc suisse, même s'il baisse moins vite que les autres monnaies, baisse quand même au fur et à mesure du temps en termes de valeur. Bon. Voilà, bon bah écoutez, ce sera tout hein, pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez apprécié la vidéo, même pour soutenir, hein, c'est toujours cool de soutenir mon travail. Après, même si je fais ça par passion, mais bon, pour moi-même, au final, en premier, puisque ça m'oblige à me mettre à jour en fait chaque semaine sur mon portefeuille et sur également les nouveautés. Voilà, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vous remercie vraiment hein, du fond du cœur toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui mettent des likes, qui s'abonnent. Vraiment, ça fait super plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner aussi, comme ça on grossit encore plus la chaîne. Et voilà, ce serait bien que j'arrive à 1000 abonnés. Là. Franchement, je serais content si on arrive à 1000 abonnés. Euh, Pourquoi pas? Après, j'ai pas de délai hein, fixe là-dessus. Plus une passion qu'autre chose. Donc voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Je vous dis, n'ayez pas peur, surtout fort mentalement, parce que vous voyez, il y a des solutions quand même. Il y a des actifs de valeur refuge. Et de toute façon, on voit que là, il y a un moment, il fallait qu'on se prenne le mur. On va se le prendre. Mais une fois qu'on se sera pris le mur, on aura eu un peu mal. C'est sûr, on ne se fera pas plaisir. Mais on pourra repartir sur des bases vraiment solides avec pourquoi pas des gouvernements moins corrompus et des choses quand même plus saines sur les bases. Bon, donc c'est pas une mauvaise chose et comme je le rappelle, hein, la crise, soit l'échec, soit les crises et tout, ce sont également des opportunités à saisir sur tous les niveaux. Donc, faut pas se plaindre de tout ça, il fallait que ça arrive un jour. Bon, donc sur ce, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.